Les chaînes claquent contre le bois du navire. L'odeur de la mer se mêle à celle de la sueur et du sang. Parmi les centaines d'hommes entassés dans la cale, un homme se distingue. Ses mains portent les traces d'expériences chimiques. Ses doigts sont tachés de substances que les autres esclaves ne reconnaissent pas. Avant d'être capturé sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, il s'appelait Kwame et travaillait comme assistant dans un comptoir commercial portugais où il avait appris les secrets de la métallurgie et de la chimie. Le bateau accoste dans les Caraïbes après 3 mois de traversée. Sur le quai, les acheteurs inspectent la marchandise humaine avec l'attention qu'ils accorderaient à du bétail. Un homme attire particulièrement l'attention de Kwame. Il porte des vêtements fins, une canne à pommeau d'argent, et son regard scrute chaque esclave avec une intelligence froide. C'est Alexandre Beaumont, propriétaire de la plus grande plantation de canne à sucre de l'île, et accessoirement un homme qui a fait fortune en exploitant non seulement la terre, mais aussi les connaissances des hommes qu'il a servis. Beaumont remarque les mains de Kwame, ses tâches inhabituelles, cette posture qui trahit une éducation, même rudimentaire. Il s'approche, examine l'homme de près, puis pose une question en portugais. Kwame répond avec hésitation, mais suffisamment pour révéler qu'il comprend les bases de la métallurgie. Le prix grimpe. Beaumont paie sans sourciller. Il vient d'acquérir quelque chose de plus précieux qu'un simple travailleur des champs. La plantation Beaumont s'étend sur des kilomètres. Des centaines d'esclaves travaillent sous un soleil écrasant, coupant la canne du matin au soir. Mais Kwame, rebaptisé Thomas par son nouveau maître, ne rejoint pas les champs. Beaumont l'emmène directement vers un bâtiment isolé, à l'écart de la maison principale. C'est une ancienne distillerie que le propriétaire a transformée en laboratoire rudimentaire. Les étagères contiennent des flacons, des poudres, des instruments que Thomas reconnaît immédiatement. Beaumont explique son projet. Il veut améliorer le processus de raffinage du sucre, extraire plus de profit de chaque récolte. Il a besoin de quelqu'un qui comprend les réactions chimiques, la cristallisation, la purification. Thomas comprend rapidement qu'il vient d'échapper à un destin dans les champs, mais pour être enfermé dans une cage dorée où ses connaissances feront la richesse de son oppresseur. Les premières semaines, Thomas travaille sous surveillance constante. Un contremaître nommé Jacques reste posté à l'entrée du laboratoire, fouet à la ceinture. Beaumont vient chaque jour vérifier les progrès. Thomas teste différentes méthodes, ajuste les températures, modifie les proportions. Il découvre rapidement que son maître possède une collection impressionnante de substances chimiques, dont certaines extrêmement dangereuses. Du mercure, de l'arsenic, du cyanure, des acides concentrés. Beaumont les utilise pour diverses expériences agricoles, cherchant toujours à maximiser ses profits. Un jour, Thomas réussit une percée. Il parvient à augmenter le rendement du raffinage de 15%. Beaumont est ravi. Il offre à son esclave une meilleure nourriture, une couverture supplémentaire, même quelques livres en français que Thomas apprend à déchiffrer le soir. Mais ces privilèges ne changent rien à sa condition. Il reste un esclave. Sa vie appartient à un autre homme. Le laboratoire offre une fenêtre sur la cour principale de la plantation. Thomas voit tout. Les châtiments, les humiliations, les viols. Il voit les enfants arrachés à leur mère pour être vendus. Il voit les hommes fouettés jusqu'au sang pour avoir travaillé trop lentement. Il voit les femmes forcées à satisfaire les contremaîtres. Chaque jour apporte son lot d'horreurs que Thomas absorbe en silence, accumulant une rage qui grandit comme un poison dans ses veines. Un soir, il reconnaît un homme dans la cour. C'était un compagnon de traversée, un jeune homme qui chantait dans la cale pour donner du courage aux autres. Le contremaître Jacques le frappe avec une violence particulière. Le jeune homme s'effondre, ne se relève pas. Son corps est traîné vers une fosse commune à l'arrière de la plantation. Thomas serre les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa chair. Cette nuit-là, il ne dort pas. Il pense au mercure, à ses propriétés, à ce qu'il pourrait faire. Beaumont organise régulièrement des réceptions. Il invite les autres propriétaires de l'île, des marchands européens, des officiers de la garnison. Ces banquets sont l'occasion de parader, de montrer sa richesse, de conclure des affaires. Thomas prépare souvent des démonstrations chimiques pour divertir les invités. Des changements de couleurs spectaculaires, des fumées colorées, des cristallisations rapides. Les Blancs applaudissent, impressionnés par ce qu'ils considèrent comme de la magie, sans comprendre la science derrière. Dans les cuisines de la maison principale travaille Marie, une femme d'une 30aine d'années qui supervise la préparation des repas. Elle a grandi sur la plantation,
fille d'une esclave et d'un contremaître qui ne l'a jamais reconnue. Marie possède une intelligence vive et une connaissance intime des rouages de la plantation. Elle sait qui parle à qui complote contre qui boit trop et qui cache des secrets. Thomas et Marie se croisent régulièrement quand il vient chercher de l'eau pour ses expériences. Leurs premiers échanges sont brefs, prudents. On ne fait pas confiance facilement quand on est esclave, mais progressivement, une complicité s'installe. Marie remarque le regard de Thomas quand il observe la cour. Elle reconnaît cette rage contenue qu'elle-même ressent depuis toujours. Un jour, Marie lui parle à voix basse pendant que les autres cuisinières sont occupées. Elle lui raconte l'histoire de sa mère, violée à répétition par son père, qui l'a finalement vendue quand elle est tombée enceinte d'un autre homme. Elle lui parle de sa sœur, morte des suites d'une punition pour avoir refusé les avances d'un invité de Beaumont. Elle lui parle de la rage qui la consume, de cette envie de voir brûler toute la plantation. Thomas écoute, sans l'interrompre, puis il lui parle du mercure. Il explique ses propriétés, comment ce métal liquide peut tuer lentement, silencieusement. Comment les symptômes ressemblent à une maladie naturelle. Comment il est presque impossible à détecter une fois ingéré. Marie comprend immédiatement. Leurs regards se croisent. Un pacte silencieux vient de se former. Les semaines suivantes, Thomas et Marie se rencontrent en secret. Ils utilisent le va-et-vient normal entre le laboratoire et les cuisines pour échanger des informations. Thomas explique exactement ce dont il a besoin. Du temps seul dans le laboratoire. Un moyen de distraire Jacques. Une occasion où tous les oppresseurs seront réunis. Marie apprend qu'un grand banquet est prévu dans 2 mois. Beaumont veut célébrer l'arrivée d'un nouveau gouverneur sur l'île. Tous les propriétaires importants seront présents, ainsi que les officiers de la garnison et les principaux marchands. C'est l'occasion parfaite. Si Thomas peut contaminer le vin qui sera servi ce soir-là, ils pourront frapper au cœur du système qui les opprime. Mais le plan comporte des risques immenses. Si Thomas est découvert, la torture qui l'attend sera au-delà de l'imaginable. Beaumont ne se contentera pas de le tuer. Il le fera souffrir pendant des jours, voire des semaines, comme exemple pour les autres esclaves. Marie aussi sera torturée si son rôle est révélé. Ils le savent tous les deux. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'hésite. Thomas commence à préparer minutieusement son plan. Il doit extraire suffisamment de mercure sans que Beaumont ne remarque la disparition. Il doit le purifier, le préparer dans une forme qui se dissoudra facilement dans le vin. Il doit calculer le dosage exact pour que les effets ne se manifestent pas immédiatement. Mais quelques heures après le banquet, quand les invités seront rentrés chez eux, le mercure que possède Beaumont provient de mines espagnoles. Il l'utilise principalement pour ses expériences de métallurgie, essayant d'extraire de l'or des minerais locaux. Les flacons sont soigneusement étiquetés et rangés dans une armoire fermée à clé. Thomas a observé où Beaumont cache cette clé derrière un livre sur l'étagère du haut. Il doit attendre le bon moment. Un matin, Beaumont arrive au laboratoire dans un état d'excitation inhabituel. Il vient de recevoir une lettre d'un associé en Europe qui lui promet un nouveau procédé révolutionnaire pour le raffinage du sucre. Il veut que Thomas teste immédiatement cette méthode. Le propriétaire reste toute la journée au laboratoire, surveillant chaque étape, prenant des notes, posant des questions. L'expérience échoue. Le nouveau procédé ne fonctionne pas avec la canne locale. Beaumont est furieux. Il tempête, accuse Thomas d'incompétence, menace de le renvoyer au champ. Thomas encaisse en silence. Il sait que cette colère est temporaire. Beaumont a trop investi dans ses compétences pour le gaspiller dans les champs. Le lendemain, Beaumont doit se rendre en ville pour rencontrer le gouverneur et finaliser les détails du banquet. Il part tôt le matin et ne reviendra que le soir. Jacques est censé surveiller Thomas, mais le contremaître a d'autres priorités. Une nouvelle cargaison d'esclaves vient d'arriver et il doit superviser leur répartition dans les différentes équipes de travail. Thomas se retrouve seul dans le laboratoire pour la première fois depuis son arrivée. Son cœur bat la chamade. C'est maintenant ou jamais. Il se dirige vers l'étagère, déplace le livre, récupère la clé. Ses mains tremblent légèrement quand il ouvre l'armoire. Les flacons de mercure sont là, 3 au total, chacun contenant environ 1 demi-litre du métal liquide. Il prend le flacon le plus ancien, celui qui est à moitié vide. Il en verse soigneusement une partie dans un petit récipient qu'il a préparé. Il calcule rapidement la quantité nécessaire.
Le banquet accueillera environ 50 personnes. Il verse environ 200 grammes de mercure, une quantité suffisante pour empoisonner gravement plusieurs dizaines de personnes. Mais le mercure, sous sa forme pure, ne se dissoudra pas bien dans le vin. Thomas doit le transformer. Il passe les heures suivantes à effectuer une série de réactions chimiques complexes. Il chauffe le mercure avec de l'acide nitrique pour créer du nitrate de mercure, un composé soluble qui se dissoudra parfaitement dans l'alcool. Le processus dégage des fumées toxiques que Thomas inhale malgré lui. Il sent sa tête tourner, mais il continue. En fin d'après-midi, il a terminé. Le nitrate de mercure est contenu dans un petit flacon qu'il cache dans un double fond de sa paillasse. Il nettoie soigneusement tout le matériel utilisé, vérifie qu'aucune trace ne subsiste. Il remet le flacon de mercure à sa place, replace la clé derrière le livre. Quand Jacques revient enfin au laboratoire, Thomas est en train de travailler tranquillement sur une expérience de routine. Les jours précédant le banquet, la plantation entre en effervescence. Des ouvriers réparent et repeignent la façade de la maison principale. Les jardiniers taillent les haies avec une précision maniaque. Dans les cuisines, Marie et son équipe préparent un festin digne des plus grandes tables d'Europe. Beaumont veut impressionner le nouveau gouverneur, s'assurer son soutien pour de futurs projets commerciaux. Thomas observe ses préparatifs depuis son laboratoire. Il a rendez-vous avec Marie le soir même pour lui remettre le poison. Ils ont décidé que ce serait elle qui le verserait dans le vin. Thomas ne peut pas quitter le laboratoire sans éveiller les soupçons, mais Marie aura accès aux caves où sont stockées les bouteilles destinées au banquet. La nuit tombe. Thomas attend que Jacques s'endorme dans sa cabane, comme il le fait chaque soir après avoir bu sa ration de rhum. Il sort discrètement du laboratoire, longe les bâtiments dans l'ombre, rejoint Marie près des cuisines. Elle l'attend, le visage tendu. Thomas lui tend le flacon, lui explique une dernière fois comment procéder. Une seule goutte dans chaque bouteille suffira, le goût sera imperceptible. Marie prend le flacon, le cache dans son corsage. Elle regarde Thomas dans les yeux. Ils savent tous les deux que c'est probablement la dernière fois qu'ils se voient. Si le plan fonctionne, le chaos qui suivra sera total. Si le plan échoue, ils mourront tous les deux dans d'atroces souffrances. Marie se penche vers Thomas, l'embrasse brièvement sur la joue. Puis, elle disparaît dans l'obscurité. Le lendemain soir, Marie descend dans les caves avec 2 autres cuisinières. Elles doivent remonter les bouteilles de vin qui seront servies lors du banquet. Beaumont a sélectionné ses meilleurs millésimes, des vins français qui ont coûté une fortune. Marie a le flacon caché dans sa manche. Son cœur bat si fort qu'elle a peur que les autres l'entendent. Les 2 cuisinières s'affairent à choisir les bouteilles selon les instructions de Marie. Elles ne remarquent pas quand leur superviseuse débouche rapidement chaque bouteille, y verse une seule goutte du liquide incolore, puis la rebouche avec soin. Marie opère avec une précision chirurgicale, les mains parfaitement stables, malgré la terreur qui lui tord les entrailles. En quelques minutes, c'est terminé. Toutes les bouteilles destinées au banquet contiennent maintenant une dose mortelle de nitrate de mercure. Le grand jour arrive. La maison Beaumont resplendit sous le soleil tropical. Des tentures de soie ornent les fenêtres. Des tables sont dressées dans le grand salon, avec de la porcelaine fine et de l'argenterie qui brille de 1000 feux. Les esclaves courent dans tous les sens, effectuant les derniers préparatifs sous les ordres stridents de Beaumont qui vérifient chaque détail. Les invités commencent à arriver en fin d'après-midi. Le gouverneur et sa suite sont les premiers, accueillis avec tous les honneurs. Viennent ensuite les autres propriétaires de plantations, les marchands, les officiers. Tous ces hommes qui se sont enrichis sur le dos des esclaves, qui ont construit leur fortune sur la souffrance et le sang. Thomas observe depuis la fenêtre de son laboratoire. Il voit ces hommes rire, se congratuler, parader dans leurs beaux vêtements. Il pense à tous ceux qui sont morts pour que cette scène soit possible. Il pense au jeune homme qui chantait dans la cale du navire négrier. Il pense à la mère de Marie, vendue comme du bétail. Il pense à tous les autres, anonymes, dont les corps pourrissent dans les fosses communes derrière la plantation. Dans les cuisines, Marie supervise le service. Les plats se succèdent, somptueux et abondants. Les esclaves portent les plateaux avec des gestes mécaniques, le regard vide. Ils ont appris à devenir invisibles, à ne pas exister dans le regard de leur maître. Mais ce soir, Marie les voit différemment. Elle sait que bientôt, la vengeance sera la leur. Le vin commence à couler.
Les bouteilles empoisonnées sont ouvertes, servies dans les verres de cristal. Thomas a calculé que les symptômes mettraient environ 3 à 4 heures à se manifester. D'abord des nausées légères, que les invités attribueront à l'excès de nourriture, puis des douleurs abdominales, des tremblements, la vision qui se trouble, et enfin, pour ceux qui ont bu le plus, la mort. Beaumont lève son verre pour porter un toast au gouverneur. Tous les invités se lèvent, font teinter leurs verres. Le bruit résonne dans le salon comme un glas. Ils boivent. Le vin empoisonné coule dans leur gorge. Marie, qui se tient près de la porte, sent ses jambes flageoler. C'est fait. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le banquet se poursuit pendant des heures. Les conversations sont animées, ponctuées de rires gras et de plaisanteries sur les esclaves. Ces hommes parlent de leurs possessions humaines, comme d'autres parleraient de chevaux ou de bétail. Ils comparent leurs méthodes de discipline, vantent la productivité de leurs plantations, négociaient des contrats d'approvisionnement. Le gouverneur, un homme bedonnant aux joues rouges, raconte une anecdote sur un esclave qu'il a fait fouetter publiquement pour avoir osé le regarder dans les yeux. Tout le monde rit. Beaumont renchérit avec sa propre histoire, plus cruelle encore. L'ambiance est à la jovialité, au sentiment de supériorité, à la certitude que leur monde durera éternellement. Personne ne remarque que certains invités commencent à avoir l'air légèrement mal à l'aise. Un propriétaire desserre discrètement son col. Un autre pose sa main sur son ventre avec une grimace. Ces signes sont subtils, facilement attribuables à l'excès de nourriture et d'alcool. Le banquet continue. Vers minuit, les premiers invités prennent congé. Ils remontent dans leur calèche, accompagnés des remerciements obséquieux de Beaumont. Le gouverneur et quelques autres restent plus longtemps, fumant des cigares cubains et sirotant du cognac. Thomas, qui n'a pas quitté son poste d'observation, voit les voitures s'éloigner dans la nuit. Il compte mentalement le nombre d'hommes qui viennent d'être condamnés. Dans les cuisines, le nettoyage commence. Marie s'assure que toutes les bouteilles vides sont cassées et jetées. Aucune trace ne doit subsister. Elle brûle même les bouchons dans le feu de la cuisine. Les autres esclaves travaillent en silence, épuisés par cette longue journée. Ils ne savent pas qu'ils viennent de participer, sans le savoir, à l'un des plus grands actes de résistance de l'histoire de la colonie. Le lendemain matin, les nouvelles commencent à arriver. Un messager à cheval galope vers la plantation Beaumont. Il apporte un message urgent. 3 des invités du banquet sont gravement malades. Ils souffrent de violentes douleurs abdominales, de tremblements incontrôlables, de fièvre. Les médecins ne comprennent pas ce qui leur arrive. Beaumont reçoit le messager avec inquiétude. Il pense immédiatement à une intoxication alimentaire. Il convoque Marie et l'interroge durement sur la préparation des plats. Marie reste calme, assure que tous les ingrédients étaient frais, que toutes les précautions d'hygiène ont été respectées. Beaumont n'est pas convaincu, mais il ne peut rien prouver. Les heures suivantes, d'autres messagers arrivent. Le nombre de malades augmente, 5, puis 8, puis 12. Tous présentent les mêmes symptômes. Les médecins parlent d'une épidémie mystérieuse. Certains évoquent la fièvre jaune, d'autres le choléra. Mais les symptômes ne correspondent pas exactement à ces maladies connues. Thomas apprend ces nouvelles par Jacques, qui les rapporte avec un certain plaisir malsain. Le contremaître trouve amusant que les grands propriétaires soient malades. Il ne soupçonne pas un instant que ce n'est pas une maladie naturelle. Thomas écoute sans rien laisser paraître, mais intérieurement, il exulte. Son plan fonctionne. Le 3e jour après le banquet, le premier décès est annoncé. Un riche marchand de 50 ans, père de 6 enfants, a succombé après 3 jours d'agonie. Son corps a été dévoré de l'intérieur par le poison. Les médecins n'ont rien pu faire. D'autres morts suivent rapidement. Le gouverneur lui-même est alité entre la vie et la mort. L'île entière est sous le choc. Les autorités commencent une enquête. L'hypothèse d'un empoisonnement volontaire est soulevée. Des soldats sont envoyés sur toutes les plantations dont les propriétaires ont assisté au banquet. Ils interrogent les esclaves, fouillent les cuisines, cherchent des indices. La terreur s'installe parmi les domestiques qui craignent d'être accusés à tort. Beaumont reçoit les enquêteurs avec une angoisse croissante. Son banquet était censé le propulser dans les hautes sphères de la société coloniale. Au lieu de ça, il pourrait devenir le responsable d'un massacre. Les soldats interrogent Marie pendant des heures. Ils la menacent, la brutalisent. Mais Marie tient bon. Elle nie tout, pleure, jure sur la tête de sa mère morte qu'elle n'a rien fait de mal.
Les enquêteurs se rendent également au laboratoire. Ils inspectent les flacons, demandent à Thomas d'expliquer à quoi sert chaque substance. Thomas joue parfaitement son rôle d'esclave, ignorant et soumis. Il explique tout dans un français approximatif, mélange des termes techniques avec des erreurs volontaires. Il donne l'impression d'un homme qui suit simplement les ordres de son maître sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Les soldats examinent les registres où Beaumont note toutes les substances utilisées dans le laboratoire. Thomas a pris soin de falsifier ces registres quelques jours avant le banquet, ajoutant de fausses entrées pour masquer la disparition du mercure. Les enquêteurs ne trouvent rien de suspect. Ils repartent, frustrés, convaincus que l'empoisonnement a dû se produire ailleurs. Pendant ce temps, le nombre de morts continue d'augmenter. 6 victimes au total, dont le gouverneur qui meurt dans d'atroces souffrances. Les survivants mettront des mois à se remettre. Certains garderont des séquelles permanentes. L'économie de l'île est bouleversée. Plusieurs plantations se retrouvent sans propriétaire. Des héritiers européens doivent être contactés. C'est le chaos. Malgré le succès apparent, Thomas commence à sentir que quelque chose ne va pas. Beaumont le regarde différemment. Il y a une lueur de suspicion dans ses yeux qui n'était pas là avant. Le propriétaire pose des questions étranges. Il demande à Thomas de lui expliquer à nouveau le processus de raffinage du sucre, vérifie ses réponses contre ses notes anciennes, cherche des incohérences. Un soir, Beaumont reste tard au laboratoire. Il tourne autour de Thomas comme un prédateur, posant des questions apparemment anodines sur les propriétés de différentes substances. Il mentionne le mercure, évoque ses effets toxiques, observe la réaction de Thomas. L'esclave garde un visage impassible, mais son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Beaumont finit par partir, mais Thomas sait que le danger se rapproche. Son maître n'est pas stupide. Il a compris que l'empoisonnement nécessitait des connaissances en chimie. Et sur cette île, très peu de gens possèdent ces connaissances. Thomas est l'un d'eux. Il doit agir vite. Il trouve un moyen de faire passer un message à Marie. Il lui dit de fuir, de se cacher dans les montagnes où vivent des communautés d'esclaves marrons. Mais Marie refuse. Si elle fuit, ce sera un aveu de culpabilité. Beaumont la fera traquer et torturer jusqu'à ce qu'elle avoue. Tous les esclaves de la plantation subiront des représailles. Non, elle restera. Si elle doit mourir, ce sera ici. Mais elle ne donnera pas satisfaction à ses oppresseurs. Les jours suivants sont une torture psychologique. Thomas continue son travail, maintient l'illusion de la normalité. Mais il voit bien que Beaumont resserre progressivement l'étau. Le propriétaire fait venir un autre chimiste de la capitale, un homme libre cette fois, pour vérifier le travail de Thomas. Il fait également renforcer la surveillance du laboratoire. Jacques ne quitte plus son poste, même la nuit. L'inévitable arrive 2 semaines après le banquet. Un médecin de la capitale, plus compétent que les autres, réussit à identifier la cause des décès. C'est un empoisonnement au mercure. Il présente ses conclusions aux autorités militaires. Une nouvelle vague d'enquête est lancée, cette fois avec un objectif clair, trouver la source du poison. Les soldats reviennent à la plantation Beaumont avec des ordres stricts. Ils fouillent le laboratoire de fond en comble. Ils vérifient chaque flacon, mesurent le contenu, comparent avec les registres. C'est alors qu'ils découvrent la discordance. Un flacon de mercure contient moins que ce qui est indiqué dans les notes. La différence est minime, mais suffisante pour éveiller les soupçons. Thomas est immédiatement arrêté. Les soldats le traînent hors du laboratoire, sous le regard satisfait de Beaumont. Le propriétaire a enfin la confirmation de ce qu'il soupçonnait. Son esclave l'a trahi de la pire des manières. Il a utilisé les connaissances que Beaumont lui avait transmises pour commettre un massacre. C'est une offense qui ne peut être lavée que dans le sang. Marie est également arrêtée. Les enquêteurs ont compris qu'elle devait être complice. Une personne seule ne pouvait pas organiser un empoisonnement de cette ampleur. Il fallait quelqu'un dans les cuisines pour administrer le poison. Marie est traînée hors de la maison principale, battue par les soldats qui veulent lui faire avouer immédiatement. Mais elle reste silencieuse, le visage fermé, refusant de leur donner cette satisfaction. On enferme Thomas et Marie dans les cachots sous la maison principale. Ce sont des cellules étroites, sans lumière, où l'humidité suinte des murs. Des rats courent dans l'obscurité. L'odeur de moisissure et d'excréments est suffocante. Thomas et Marie sont séparés.
mais ils peuvent entendre les bruits qui viennent de la cellule voisine. Chacun sait que l'autre souffre. Beaumont vient personnellement superviser les interrogatoires. Il veut savoir pourquoi. Il veut comprendre comment son esclave favori, celui qu'il traitait avec une relative douceur, a pu le trahir ainsi. Thomas refuse de parler. Pas par bravoure, mais parce qu'il sait que ses paroles ne changeraient rien. Beaumont ne peut pas comprendre. Il ne comprendra jamais ce que c'est que d'être traité comme une bête, d'être dépouillé de son humanité, de voir ses proches mourir dans l'indifférence générale. Les tortionnaires se mettent au travail. Ils commencent par les méthodes classiques, le fouet d'abord. Les lanières de cuir s'abattent sur le dos de Thomas jusqu'à ce que sa peau se déchire et que le sang coule sur le sol de pierre. Il mord ses lèvres jusqu'au sang pour ne pas crier. Il ne leur donnera pas ce plaisir. Marie subit le même traitement. Mais les tortionnaires sont plus créatifs avec elle. Ils la violentent à répétition, tentant de briser sa volonté par l'humiliation et la douleur. Marie se réfugie dans un coin obscur de son esprit, un endroit où ils ne peuvent pas l'atteindre. Elle pense à sa mère, à sa sœur, à tous ceux qui ont souffert avant elle. Elle se dit que sa souffrance a un sens, qu'elle a contribué à faire tomber ceux qui les opprimaient. Les jours se transforment en semaines. Les tortures deviennent de plus en plus raffinées. On applique du fer rouge sur la chair, on arrache des ongles. On utilise des instruments conçus spécifiquement pour infliger un maximum de douleur sans tuer. Beaumont assiste à tout, prenant des notes, essayant de comprendre jusqu'où un être humain peut résister avant de se briser complètement. Les autorités décident finalement de mettre un terme à cette affaire qui dure depuis trop longtemps. Thomas et Marie seront exécutés publiquement sur la place principale de la capitale. Ce sera un exemple pour tous les esclaves de l'île. Le message est clair. La rébellion, même réussie, mène inévitablement à la mort. Le jour de l'exécution, une foule immense se rassemble. Des milliers de personnes, blancs et esclaves mélangés, viennent assister au spectacle. Les autorités ont décidé que la mort serait longue et douloureuse. Thomas et Marie seront brûlés vifs, attachés à des poteaux au milieu de la place. On les sort des cachots, ils sont méconnaissables. Leur corps porte les marques de toutes les tortures subies. Thomas a perdu la moitié de son poids. Marie peut à peine marcher, soutenue par 2 soldats. Mais leurs yeux brillent encore d'une lueur farouche. Ils n'ont pas été brisés. Ils n'ont jamais avoué, n'ont jamais supplié, n'ont jamais renié leur acte. Les soldats les attachent aux poteaux. Du bois est entassé autour de leurs pieds. Un prêtre vient leur offrir une dernière chance de se confesser et de sauver leurs âmes. Thomas crache par terre. Marie détourne simplement la tête. Ils n'ont rien à se faire par pardonner. Ils ont vengé les leurs. C'est tout ce qui compte. Le bourreau approche avec sa torche. Il l'applique au bois qui commence à brûler. Les flammes montent lentement. La foule regarde en silence, fascinée et horrifiée. Certains esclaves pleurent ouvertement. D'autres serrent les poings, gravant cette scène dans leur mémoire. Ils se souviendront de Thomas et Marie. Ils se souviendront que la résistance est possible. Les premières flammes lèchent les pieds de Thomas. La douleur est au-delà de tout ce qu'il a connu. Sa peau se boursoufle, se fendille, se carbonise. L'odeur de chair brûlée emplit l'air. Mais Thomas ne crie pas. Il serre les dents si fort qu'il sent une molaire se fissurer. Il refuse de donner ce spectacle à la foule. Marie, à côté de lui, fixe le ciel. Elle pense à tout ce qu'elle a vécu, à sa mère qu'elle n'a pas pu sauver, à sa sœur morte trop jeune, à tous ses enfants arrachés à leur famille. Elle pense aussi à toutes les victimes du banquet. 6 hommes morts, 6 oppresseurs qui ne tortureront plus personne. C'est peu comparé au nombre d'esclaves tués chaque année, mais c'est quelque chose. C'est une victoire, même minuscule. Les flammes montent plus haut. Elles atteignent les genoux, les cuisses. La chair fond littéralement. Thomas sent ses jambes céder sous lui, mais les cordes le maintiennent debout. Sa vision se trouble. Son corps tout entier n'est plus qu'une masse de douleur incandescente. Il commence à perdre conscience. Juste avant que les flammes ne l'engloutissent complètement, Thomas tourne la tête vers Marie. Leurs regards se croisent une dernière fois. Dans les yeux de Marie, Thomas voit de la fierté, pas du regret. Elle hoche imperceptiblement la tête. Un dernier message silencieux. Nous avons bien fait. Puis les flammes les séparent définitivement. La foule reste figée pendant que les 2 corps se consumant. Le silence est presque complet, brisé seulement par le crépitement du feu.
Certains spectateurs détournent les yeux, incapables de soutenir le spectacle. D'autres restent hypnotisés, témoins malgré eux de cette démonstration brutale du pouvoir colonial. Les cendres de Thomas et Marie sont dispersées dans la mer, comme c'est la coutume pour les criminels les plus vils. Les autorités veulent effacer jusqu'au souvenir de leur existence, mais elles ne peuvent pas effacer ce qui s'est passé. L'histoire de l'esclave chimiste qui a empoisonné les maîtres se répand comme une traînée de poudre à travers toutes les îles des Caraïbes. Dans les plantations, les esclaves chuchotent le nom de Thomas. Ils racontent comment un homme seul, avec ses connaissances et son courage, a réussi à frapper au cœur du système. Les maîtres deviennent plus nerveux, plus paranoïaques. Ils inspectent leur nourriture avec suspicion. Ils multiplient les châtiments préventifs, espérant terroriser leurs esclaves pour éviter d'autres révoltes. Mais la terreur ne fonctionne pas comme les maîtres l'espèrent. Chaque châtiment injuste crée de nouveaux Thomas, de nouvelles Maries. Chaque humiliation ajoute une couche de rage qui s'accumule jusqu'à devenir insupportable. Les révoltes se multiplient dans les années qui suivent. Certaines sont écrasées dans le sang, d'autres réussissent partiellement. Le système esclavagiste commence à montrer des fissures. Beaumont ne se remet jamais vraiment de cette affaire. Il a survécu au banquet empoisonné, mais la honte le poursuit. Les autres propriétaires le tiennent pour responsable. Après tout, c'était son esclave, son laboratoire, son banquet. Sa position sociale se dégrade progressivement. Il meurt 10 ans plus tard, alcoolique et ruiné, hanté jusqu'au bout par le souvenir de l'homme qu'il croyait contrôler. Le laboratoire est détruit sur ordre des autorités. Plus jamais, un esclave ne doit avoir accès à des connaissances scientifiques. De nouvelles lois sont votées, interdisant d'enseigner quoi que ce soit aux esclaves, même les rudiments de la lecture ou du calcul. Les propriétaires comprennent confusément que la connaissance est un danger, qu'un esclave éduqué est une menace potentielle. Dans les mois qui suivent l'exécution, les autorités coloniales mettent en place un système de surveillance sans précédent. Tous les produits chimiques doivent être inventoriés et contrôlés. Les laboratoires privés sont inspectés régulièrement. Les médecins et apothicaires doivent tenir des registres détaillés de toutes les substances qu'ils utilisent. Mais ces mesures sont prises trop tard. L'idée s'est déjà propagée. Dans d'autres îles, d'autres esclaves tentent de reproduire l'exploit de Thomas. Certains réussissent partiellement, d'autres échouent et paient le prix fort. Mais tous contribuent à créer un climat de peur parmi les maîtres. Pour la première fois, ils réalisent qu'ils ne sont pas invulnérables. Les marchands d'esclaves notent une baisse de la demande pour les esclaves éduqués. Les propriétaires préfèrent maintenant des travailleurs illettrés qu'ils jugent plus faciles à contrôler. C'est un recul pour les quelques esclaves qui avaient réussi à obtenir des positions relativement privilégiées. Mais c'est aussi la preuve que le système a peur, qu'il se sent menacé. Les historiens futurs débattront de l'impact réel de l'acte de Thomas. Certains diront qu'il a retardé l'abolition de l'esclavage en provoquant un durcissement de la répression. D'autres affirmeront au contraire qu'il a contribué à accélérer la prise de conscience, en montrant que le système n'était pas aussi solide qu'il y paraissait. Ce qui est certain, c'est que Thomas et Marie sont devenus des figures légendaires dans la mémoire collective des populations descendant d'esclaves. Leurs noms sont entrés dans le folklore, déformés et embellis au fil des générations. On raconte que Thomas était un prince africain, que Marie était une sorcière vaudou, que leur fantôme hante encore la plantation Beaumont. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe que la légende. Thomas n'était pas un prince, juste un homme ordinaire qui avait eu la chance d'apprendre quelques rudiments de chimie. Marie n'était pas une sorcière, juste une femme qui en avait assez de souffrir et de voir souffrir les siens. Leur acte n'était pas le résultat d'un plan élaboré depuis des années, mais d'une opportunité saisie au moment où elle se présentait. Ce qui rend leur histoire remarquable, ce n'est pas l'héroïsme ou la bravoure exceptionnelle. C'est la détermination froide avec laquelle ils ont agi, sachant parfaitement que leur geste leur coûterait la vie. Ils ont choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Ils ont choisi de frapper leurs oppresseurs, même sachant qu'ils ne verraient jamais les fruits de leur acte. Les documents de l'époque sont rares et souvent contradictoires. Les autorités coloniales ont tenté de minimiser l'affaire, craignant que la publicité ne donne des idées à d'autres esclaves.
Les rares témoignages écrits proviennent de lettres privées entre propriétaires, où ils expriment leur terreur face à cette nouvelle forme de résistance. Un document particulièrement révélateur est une lettre de Beaumont à son frère en France, écrite quelques mois avant sa mort. Il y décrit son ancien esclave avec un mélange de fascination et d'horreur. Il reconnaît l'intelligence de Thomas, sa maîtrise de la chimie, son talent pour la dissimulation. Il avoue aussi qu'il n'a jamais compris pourquoi Thomas l'avait trahi, alors qu'il le traitait mieux que les autres esclaves. Cette incompréhension est révélatrice. Beaumont ne pouvait pas concevoir que même un traitement relativement doux ne changeait rien au fait fondamental. Thomas était un esclave, privé de liberté, de dignité, d'humanité. Les quelques privilèges accordés n'effaçaient pas cette réalité centrale. Beaumont pensait que la gentillesse suffisait à acheter la loyauté. Il a appris, trop tard, que ce n'était pas le cas. L'histoire de Thomas et Marie s'inscrit dans un contexte plus large de résistance esclave dans les Caraïbes. Tout au long du XVIIIe siècle, les révoltes se multiplient. Certaines sont massives, impliquant des milliers d'esclaves. D'autres sont plus limitées, l'œuvre de quelques individus déterminés. Toutes sont réprimées avec une brutalité extrême. L'empoisonnement comme forme de résistance n'est pas nouveau. Dans toutes les sociétés esclavagistes, des cas similaires sont documentés. Ce qui rend le cas de Thomas unique, c'est l'ampleur du massacre et la sophistication des moyens employés. Utiliser des connaissances scientifiques pour transformer le mercure en un poison indétectable montre un niveau de planification rarement atteint. Les propriétaires d'esclaves ont toujours eu conscience de ce danger. Les codes noirs, ces ensembles de lois régissant l'esclavage, contiennent de nombreuses dispositions visant à empêcher les esclaves d'accéder à certaines substances ou connaissances. Mais ces précautions ne sont jamais totalement efficaces. Il y a toujours des failles, des moments où la vigilance se relâche. L'économie des plantations repose sur un équilibre précaire. Les propriétaires ont besoin d'une main-d'œuvre massive et bon marché. Mais cette main-d'œuvre les dépasse numériquement de 10 contre 1, parfois davantage. Le contrôle ne peut se maintenir que par la terreur constante. Les châtiments publics, les mutilations, les exécutions spectaculaires servent à rappeler aux esclaves leur place dans l'ordre social. Mais cette terreur a un coût. Elle crée une atmosphère de haine permanente. Elle empêche toute forme de loyauté véritable. Les esclaves obéissent par peur, pas par conviction. Et cette peur peut se transformer en rage meurtrière quand l'opportunité se présente. Les propriétaires vivent sur un volcan, entourés d'hommes et de femmes qui rêvent de les voir morts. L'histoire de Thomas enseigne plusieurs leçons importantes. La première est que la connaissance est un pouvoir que même l'esclavage ne peut complètement supprimer. Thomas a utilisé ce qu'il avait appris pour retourner les outils de ses maîtres contre eux. Le laboratoire destiné à augmenter les profits de Beaumont est devenu l'instrument de sa perte. La deuxième leçon est que la résistance prend de nombreuses formes. On pense souvent aux grandes révoltes, aux affrontements armés, aux fuites massives vers les montagnes. Mais la résistance quotidienne, celle des petits sabotages, des ralentissements volontaires, des empoisonnements ciblés, est tout aussi importante. Elle érode lentement le système, le rend moins efficace, plus coûteux à maintenir. La troisième leçon est que la déshumanisation finit toujours par se retourner contre ceux qui la pratiquent. Beaumont pensait que Thomas était son possession, un outil utile mais remplaçable. Il ne le voyait pas comme un être humain complet, avec ses propres désirs, sa propre volonté, sa propre capacité à la vengeance. Cette erreur de perception lui a coûté sa réputation et, indirectement, sa vie. Les contemporains de Thomas ont compris ces leçons, même s'ils n'en ont pas toujours tiré les bonnes conclusions. Au lieu de remettre en question le système esclavagiste lui-même, ils ont simplement cherché à mieux le contrôler, à resserrer la surveillance, à augmenter la répression. Ils n'ont pas compris que le problème n'était pas dans les détails de l'application, mais dans le système lui-même. Thomas et Marie ont payé le prix ultime pour leur acte. Mais qu'ont-ils vraiment accompli? 6 hommes sont morts, certes. Mais le système esclavagiste a continué. D'autres propriétaires ont pris la place des morts. Les plantations ont continué à tourner. Les esclaves ont continué à souffrir et à mourir dans les champs de canne. On peut se demander si leur sacrifice en valait la peine. On peut se demander s'il n'aurait pas été plus sage de survivre, d'attendre,
de chercher d'autres moyens de résistance moins suicidaires. Mais ces questions ignorent la réalité psychologique de l'esclavage. Vivre dans une telle condition, jour après jour, année après année, sans espoir d'amélioration, peut briser l'âme plus sûrement qu'une exécution. Thomas et Marie ont choisi de reprendre le contrôle de leur destin, ne serait-ce que pour un instant. Ils ont choisi de frapper, sachant qu'ils mourraient, mais préférant cette mort choisie à une vie de soumission. Cette décision leur appartenait. Personne ne peut la juger de l'extérieur, surtout pas ceux qui n'ont jamais connu l'esclavage. Leur acte a aussi envoyé un message aux autres esclaves. Il leur a dit « Vous n'êtes pas impuissants, vous pouvez résister. Vous pouvez faire mal à ceux qui vous oppriment. Même si vous mourrez dans le processus, vous mourrez en ayant affirmé votre humanité, votre refus d'être traité comme du bétail. » Ce message a résonné à travers les générations. Les autorités coloniales ont fait tout leur possible pour effacer le souvenir de Thomas et Marie. Les documents officiels les mentionnent à peine. Les chroniques de l'époque minimisent l'affaire. Le nom de Thomas n'apparaît dans aucun registre officiel, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Mais la mémoire populaire est plus tenace que les archives officielles. L'histoire s'est transmise oralement, de génération en génération. Elle a été modifiée, embellie, transformée en conte moral. Mais le cœur de l'histoire est resté, un esclave qui a utilisé son intelligence pour venger les siens. Aujourd'hui, dans certaines îles des Caraïbes, on trouve encore des traces de cette histoire. Des chansons traditionnelles font référence à un chimiste qui a empoisonné les maîtres. Des contes pour enfants racontent l'histoire d'un héros qui a défié les puissants. Ces versions folkloriques ont perdu les détails précis, mais elles ont préservé l'essence du récit. Les historiens modernes qui s'intéressent à l'histoire de l'esclavage ont redécouvert cette histoire grâce à des recoupements entre différentes sources. Des lettres privées, des rapports médicaux, des registres de plantation, tous ces fragments assemblés permettent de reconstituer les grandes lignes de ce qui s'est passé. Mais beaucoup de détails restent inconnus et le resteront probablement à jamais. L'histoire du chimiste de la plantation est celle d'un homme qui a refusé d'accepter son sort. Dans un monde où tout était fait pour le réduire à l'état d'objet, Thomas a affirmé sa volonté, son intelligence, sa capacité à agir. Il a transformé les outils qu'on lui avait donnés pour enrichir son maître en armes de destruction. Son histoire nous rappelle que l'oppression, aussi totale qu'elle paraisse, n'est jamais absolue. Il existe toujours des espaces de résistance, des opportunités de riposter. Ces opportunités sont souvent minces, dangereuses, suicidaires même. Mais elles existent, et certains individus, poussés au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, choisissent de les saisir quelles qu'en soient les conséquences. Thomas et Marie savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont fait leur choix en connaissance de cause. Leur acte n'était pas celui de héros mythiques, mais celui d'êtres humains ordinaires poussés à l'extrême. Ils n'ont pas changé le monde. Ils n'ont même pas vraiment ébranlé le système esclavagiste. Mais ils ont démontré qu'il était possible de résister, que les opprimés n'étaient pas condamnés à une soumission passive. Leur histoire mérite d'être racontée, non pour glorifier la violence ou encourager le meurtre, mais pour rappeler la réalité brutale de l'esclavage et les formes de résistance qu'il a engendrées. C'est une histoire sombre, sans rédemption, sans happy end. C'est l'histoire de deux personnes qui ont choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Dans le laboratoire abandonné de la plantation Beaumont, là où Thomas a préparé son poison, on dit que les fantômes errent encore la nuit. C'est probablement une légende. Mais ce qui n'est pas une légende, c'est que pendant quelques jours, en 1785, un esclave et sa complice ont réussi à terroriser toute une classe sociale. Ils ont montré que même les puissants pouvaient être vulnérables. Et cette leçon, les générations suivantes ne l'ont jamais oubliée.